un trop humain virus. Comme on l'a souvent dit, l'Europe, depuis 1945, avait exporté ses guerres. S'étant déglinguée, elle ne savait plus faire autre chose que répandre sa désunion à travers ses anciennes colonies et selon ses alliances et ses tensions avec les nouveaux pôles du monde. Entre ces pôles, elle n'était plus qu'un souvenir, bien qu'elle fît semblant d'avoir un avenir. Et voici que l'Europe importe non seulement des marchandises, comme elle le fait depuis longtemps, mais d'abord des populations, ce qui n'est pas non plus nouveau, mais qui devient pressant, voire débordant, au rythme des conflits exportés et des troubles climatiques, eux aussi, pour une bonne part exportés. Et l'Europe en vient maintenant à importer une épidémie virale. Qu'est-ce à dire? Ce n'est pas seulement le fait d'une propagation. Cette propagation, elle a ses vecteurs et ses trajectoires, et l'Europe n'est pas le centre du monde, il s'en faut. Mais elle s'évertue à jouer son vieux rôle de modèle ou d'exemple. Ailleurs, il peut y avoir de très fortes attractions, des opportunités impressionnantes. Il y en a de traditionnelles, parfois un peu usées, comme en Amérique du Nord, et il y en a de plus neuves en Asie, en Afrique. L'Amérique du Nord étant à part, ayant des traits européens mêlés à d'autres. Mais l'Europe semblait, ou croyait, plus ou moins rester désirable, au moins comme refuge. Ce vieux théâtre des exemplarités, le droit, la science, la démocratie, le paraître, le bien-être, ce théâtre attise les désirs, même si les objets de ces désirs sont usés, voire hors d'usage. Le théâtre reste donc ouvert aux spectateurs, même s'il n'est pas très accueilleux pour ceux qui n'ont pas les moyens de ces désirs. Rien d'étonnant si un virus pénètre dans la salle. Rien d'étonnant non plus s'il y déclenche plus de confusion que là où il est né. Car en Chine, on était déjà en ordre de marche, qu'il s'agisse de marché ou de maladie. En Europe, on était plutôt en désordre, entre les nations et entre les aspirations. Il en a résulté jusqu'ici quelques indécisions, de l'agitation et une difficile adaptation. En face, les États-Unis retrouvent aussitôt leur superbe isolationnisme et leur capacité de décision tranchante. L'Europe s'est toujours cherchée elle-même, cherchant aussi le monde, le découvrant, l'explorant et l'exploitant avant de ne plus savoir à nouveau où elle en était. Pendant que le premier foyer de l'épidémie semble en voie d'être maîtrisé et que de nombreux pays encore peu touchés se ferment aux Européens comme aux Chinois, l'Europe devient le centre de l'épidémie. Elle semble avoir cumulé les effets des voyages en Chine, affaires, tourisme, études, et celui des visiteurs venus de Chine et d'ailleurs, affaires, tourisme, études, celui de son incertitude générale et enfin celui de ses dissensions internes. On serait tenté de caricaturer la situation ainsi. En Europe, c'est sauf qui peut, et ailleurs, c'est à nous deux, virus. Ou encore, en Europe, les atermoiements, les scepticismes ou les esprits forts, au sens ancien de l'expression, occupent
plus de place que dans beaucoup d'autres régions. C'est l'héritage de la raison raisonnante, libertine et libertaire, c'est-à-dire de ce qui, pour nous, vieux Européens, représentait la vie même de l'esprit. C'est ainsi que, en Europe, la répétition inévitable de l'expression mesure d'exception fait surgir le fantôme de Carl Schmitt par une sorte d'amalgame hâtif. Le virus propage ainsi les discours d'une bravade ostentatoire. Ne pas être dupe passe avant d'éviter la contagion, ce qui revient à être 2 fois dupe et peut-être dupé par une angoisse au fond mal refoulée, ou bien par un puéril sentiment d'impunité ou de bravade. Et donc, chacun y va, et moi aussi, de sa remarque critique, dubitative ou interprétative. Philosophie, psychanalyse, politologie du virus vont bon train. Acceptons le savoureux poème de Michel Deguy, Coronation, sur le site de la revue Poésie. Chacun discute et dispute, car nous avons une longue habitude des difficultés, des ignorances et des indécidabilités. À l'échelle du monde, il semble que domine plutôt l'assurance, la maîtrise et la décision. C'est du moins l'image qu'on peut se faire ou qui tente à se composer dans l'imaginaire mondial. Le coronavirus est à bien des égards un produit de la mondialisation. Il en précise les traits et les tendances. Il est un libre-échangiste actif, pugnace et efficace. Il prend part au grand processus par lequel une culture se défait, tandis que s'affirme ce qui est bien moins une culture qu'une mécanique de force, inextricablement technique, économique, dominatrice en tout cas, et le cas échéant physiologique ou physique. Pensons au pétrole, à l'atome. Il est vrai que, du même coup, le modèle de la croissance semble mis en question, de telle sorte que le chef de l'État français se sent tenu d'en faire état. Il est bien possible que nous soyons en effet contraints, demain, de déplacer nos algorithmes, mais rien ne montre à l'évidence que ce puisse être pour faire souffler un autre esprit, car il ne suffit pas d'éradiquer un virus. Si la maîtrise technique et politique doit s'avérer comme sa propre finalité, ce qu'elle est en train de faire, elle ne fera du monde qu'un champ de forces toujours plus tendues les unes contre les autres, dépouillé désormais de tous les alibis civilisateurs qui naguère avaient opéré. La brutalité contagieuse du virus propage une brutalité gestionnaire. Nous sommes déjà devant la nécessité de trier les admissibles aux soins. Et encore, ne dit-on rien jusqu'ici des inéluctables injustices sociales et économiques. Il n'y a là aucun calcul sournois dont ne sait quel comploteur machiavélique, même s'il y en a ici ou là qui bien entendu profitent de la situation. Il n'y a pas d'abus particulier des États, il n'y a que la loi générale des interconnexions, toutes plus ou moins virales à leur manière, dont la maîtrise est l'enjeu des pouvoirs techno-économiques. Les pandémies de jadis pouvaient être regardées comme des châtiments divins, de même que la maladie en général qui fut pendant très longtemps exogène au corps social. Aujourd'hui,
la plus grande partie des maladies est endogène, produite par nos conditions de vie, d'alimentation et d'intoxication. Ce qui était divin est devenu humain, trop humain, comme dit Nietzsche. La modernité fut longtemps sous le signe du mot de Pascal « l'homme passe infiniment l'homme ». Mais si l'homme se passe trop, c'est-à-dire sans plus s'élever au divin pascalien, alors il ne se dépasse plus du tout. Il s'embourbe plutôt dans une humanité dépassée par les événements et les situations qu'elle a produits. Or, du divin, le virus atteste l'absence puisque nous connaissons sa complexion biologique. Nous découvrons même à quel point le vivant est plus complexe et moins saisissable que nous le représentions. Et nous découvrons aussi combien l'exercice du pouvoir politique, celui d'un peuple, celui d'une supposée communauté, par exemple européenne, ou celui de régimes musclés, combien le pouvoir est une autre forme de complexité, elle aussi moins saisissable qu'il ne semble. Nous comprenons mieux à quel point le terme biopolitique devient dérisoire dans ces conditions. La vie et la politique nous défient ensemble. Notre savoir scientifique nous expose à n'être tributaires que de notre propre pouvoir technique, technoscientifique. Mais il n'y a pas de technicité pure et simple, car le savoir lui-même comporte ses incertitudes. Il suffit de lire les études qui se publient. Le pouvoir technique n'étant pas univoque, combien moins peut l'être un pouvoir politique supposé répondre à la fois à des données objectives et à des attentes légitimes. Bien sûr, c'est tout de même une objectivité présumée qui doit guider les décisions. Et si cette objectivité est celle du confinement et de la distanciation, comme on dit, jusqu'à quel degré d'autorité faut-il aller pour la faire respecter? Et bien sûr, en sens inverse, où commence l'arbitraire intéressé d'un gouvernement qui veut, ce n'est qu'un exemple parmi bien d'autres, préserver des Jeux olympiques, dont il attend divers bénéfices, attentes partagées par bien des entreprises et des managers dont les gouvernements sont les instruments. Ou bien qu'on pense à un gouvernement qui saisit l'occasion d'attiser un nationalisme, comme par exemple la publicité faite à des remèdes traditionnels hindous en Inde contre le virus. La loupe virale grossit les traits de nos contradictions et de nos limites. C'est un principe de réel qui cogne à la porte de nos principes de plaisir. La mort l'accompagne, bien sûr. La mort que nous avions exportée avec les guerres, avec les famines et les dévastations, la mort que nous pensions confinée à quelques autres virus et au cancer, ceux-ci étant eux-mêmes en expansion quasi virale, la voilà qui nous guette au coin de la rue. Tiens, nous sommes des humains, bipèdes sans plumes, doués de langage, mais sûrement
ni surhumain, ni transhumain. Trop humain? Serions-nous trop humains? Ou bien, ne faut-il pas comprendre qu'on ne peut jamais, justement, l'être trop, et que c'est exactement ça qui nous passe infiniment.